Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 10 août, soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Retour sur le spectacle de drones dédié aux Jeux Olympiques, 800 drones ont survolé le port pour le plaisir des spectateurs nombreux hier au soir. Les JO auront fait vibrer le monde entier au rythme des compétitions. Dans ce journal, la ferveur dans la capitale française où des millions de fans se sont réunis pour vivre les Jeux ensemble. L'exposition estivale du Grimaldi Forum touche bientôt à sa fin. Turner, le sublime héritage. Nous ferons un point sur la fréquentation de cette expo. Notre invité du jour, le chef de la section jardin à la direction de l'aménagement urbain, nous donnera des conseils en termes d'arrosage et du choix des plantes à mettre sur sa terrasse pour consommer moins d'eau. Et enfin, Christine Datomel a goûté pour nous les cocktails du moment avec et sans alcool pour un apéro entre amis ou en famille. Ce vendredi soir, la mairie de Monaco a organisé un spectacle nocturne, pas n'importe lequel, un show de drones. Pour la première fois, 800 engins volants ont pris possession de l'espace aérien monégasque juste au-dessus du port. Justin Adel, Christine Datomel et Jean-Alexandre Dordet ont suivi les préparatifs de cette soirée et ont aussi assisté à ce spectacle dédié aux Jeux Olympiques. Reportage. On est à 36 là, la poubelle c'est la 36e tapis. Jeudi après-midi, 24 heures avant la soirée, l'entreprise organisant le spectacle nocturne se prépare. C'est sur la digue que les drones vont avoir leur camp de base. On est à J-1, mais en fait le début du spectacle a commencé il y a 2 mois. C'est un travail collaboratif avec la mairie de Monaco où on a commencé à imaginer la scénographie, qu'est-ce qu'on va mettre dans le ciel, la trame, le thème, mais aussi la musique. Et ensuite on va modéliser tout le spectacle en 3D, on va créer nos animations, on va synchroniser avec la musique et une fois qu'on a le spectacle qui est fait sur ordinateur, on va pouvoir exporter les plans de vol de chaque drone. Des drones spécifiques pesant seulement 300 grammes. Tous sont équipés de composants particuliers. Le drone est simplifié, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de fioriture. Concrètement, ce qu'on a, on a 4 moteurs. On a un peu d'électronique qui permet de pouvoir faire naviguer le drone correctement. Bien sûr, une puce GPS pour pouvoir positionner très parfaitement le drone dans le ciel et donc pouvoir le faire voler correctement. Et ensuite, derrière, nous avons la lumière. Vendredi soir, à 22h pétantes, les 800 drones s'élèvent dans le ciel monégasque. Un show tourné vers les JO et voulu par la mairie. Le choix des drones était une évidence pour une raison assez simple. La mairie a choisi donc les drones pour cette soirée afin déjà de donner une diversité par rapport aux feux d'artifice, mais surtout afin d'aller dans la continuité de la volonté environnementale du souverain, car on sait bien que utiliser les drones est plus écologique que les feux d'artifice. Le spectacle met en avant les athlètes monégasques participant aux Jeux Olympiques. 5 sports représentés pour 6 athlètes, sans oublier une touche de patrimoine et surtout la mise en avant du couple princier. Une soirée appréciée par les locaux comme les visiteurs. Être ici à Monaco et de pouvoir voir ce spectacle de drone, c'est quelque chose de magique. Franchement, c'était cool et tout. Franchement, ça fait quelque chose de bien à Monaco. C'est plus que de la modernité. Là, je pense qu'on vient de voir le début d'un nouveau type de spectacle. Il n'y a pas grand-chose l'été à Monaco, donc ça, avec les feux d'artifice, ça fait au moins quelque chose à aller regarder. Plus respectueux de l'environnement, ce type de show nocturne devrait se développer pour pourquoi pas devenir plus important en principauté. Les Jeux Olympiques dans le ciel, vous venez de le voir, mais également sur terre, surtout en ce moment avec les finales des sports collectifs. Eh bien en foot, le joueur de l'AS Monaco FC, Magnès Akliouche, est médaillé d'argent avec l'équipe de France, après s'être incliné hier au soir face à l'Espagne en prolongation, 5-3. Akliouche est rentré à la 50e minute et a marqué un but à la 79e. Autre info JO, ce soir aux alentours de 21h, ne manquez pas la finale du 4x400 avec au départ l'équipe de France dont probablement le vice-champion du monde Théo Andan, le coureur de l'ASM. Les Jeux Olympiques auront fait vibrer la principauté et le monde entier au rythme des compétitions et ce n'est pas encore tout à fait fini. Paris 2024 marque une nouvelle ère, a déclaré hier le président du CIO, Thomas Bach, faisant référence au succès de cette 33e Olympiade. La ferveur était au rendez-vous sur l'ensemble des sites, mais également en dehors où des millions de fans se sont réunis pour vivre les Jeux en harmonie dans la capitale française, comme ont pu le constater sur place Émilie Rousseau et Hugo Comassa.
Le pari était osé, mais force est de constater qu'il est grandement réussi. Ces Jeux Olympiques de Paris 2024 sont un véritable succès populaire. Des stades remplis, des supporters au rendez-vous. C'est tout un pays qui aura vibré pendant plus de 15 jours. Et cette ferveur s'est ressentie également en dehors des sites de compétition. Une trentaine de fan zones a fleuri dans la capitale pour permettre à tous d'être au plus près de l'événement gratuitement, comme à l'Hôtel de Ville de Paris. Cette expérience, elle est spéciale pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on peut venir passer plusieurs heures et il s'agit de regarder du sport, il s'agit d'essayer différents sports également. Il y a également des aspects culturels toute la journée. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est gratuit. Ça veut dire que c'est une expérience qui est totalement inclusive et ici, dans ce type d'événement, on vit les Jeux Olympiques. Animation, initiation à différentes disciplines olympiques et paralympiques, retransmission des compétitions sur écran géant. Le but ici est de créer des atmosphères, un engouement, des vocations. Pendant les Jeux, le Parc des Champions, au pied de la Tour Eiffel, a permis à chacun de célébrer quotidiennement les médaillés olympiques. Autre lieu incontournable, le Parc des Nations à la Villette. Il rassemblait les maisons de 15 comités nationaux olympiques dans une ambiance tout aussi festive. To be less organized because I expected the city to be packed and crowded, but I can tell everybody's doing a great job. The crowd is amazing, the people are amazing, it's a wonderful experience, everyone around the world is here and comes together, it's great. Ces Jeux se voulaient accessibles, inclusifs, dans la droite lignée de l'agenda 2020+5 du Comité international olympique. À l'heure du bilan, Paris 2024 aura atteint son objectif, celui d'avoir organisé des Jeux grands ouverts. Des Jeux qui s'achèveront ce dimanche avec la cérémonie de clôture au Stade de France à partir de 21h. Mais il n'y a pas que les JO dans la vie. On en oublie que d'autres compétitions sportives sont actuellement en cours, comme avec le tennis et le Master 1000 du Canada, où le représentant monégasque Hugo Nys s'est qualifié en demi-finale du double avec le Polonais Jan Zielinski, en battant notamment les numéros 2 du tournoi. Nous suivrons bien sûr la suite de leur compétition. Toujours en bref, diplomatie. L'État plurinational de Bolivie devient le 160e État avec lequel la Principauté de Monaco a établi des relations diplomatiques suite à la signature des communiqués conjoints par les ambassadeurs et représentants permanents auprès des Nations Unies à New York. Vous voyez sur cette photo Diego Pari Rodriguez et Isabelle Picot. Vous le savez certainement, l'exposition estivale du Grimaldi Forum dédiée à l'artiste Joseph Malheur William Turner s'achève bientôt. Pour rappel, cette exposition est un dialogue entre Turner du début du 19e siècle et d'autres artistes contemporains. Une équipe de Monaco Info est allée à la rencontre du public. Le point sur la fréquentation dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images de Serge Prémont. Critiques élogieuses et visiteurs enchantés, l'exposition dédiée à l'artiste Turner s'achève sur un bilan des plus positifs. Alerté par le parallèle avec l'écologie, l'urgence qui s'installe. Donc oui, c'est une sensation globale de satisfaction qui incite à la réflexion. Elle est un peu étonnante parce qu'en fait, il y a ces contemporains qui sont en parallèle de Turner. Et je trouve qu'il y a un vrai dialogue qui se fait en réalité. Et alors lequel a influencé l'autre, des fois on pourrait se poser la question dans quel sens ça va. Voilà, mais non, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, puis Turner, c'est au niveau des couleurs, c'est transparent, c'est glacé, c'est magnifique, quoi. J'ai été subjuguée par sa modernité. Vraiment, moi c'est ça qui ressort. On a vu souvent des œuvres de Turner, on vient de loin pour voir cette expo. Et là, on a le temps, on a eu le temps de s'arrêter comme on voulait. Et moi, je me disais souvent, mais j'aurais voulu être une petite souris là dans son époque et écouter les commentaires quand il exposait à l'époque. Il y a très longtemps que je suis très impressionnée par Turner. Je disais à Catherine que j'étais allée à Londres exprès pour voir une expo Turner. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas que dire, mais c'est quelque chose que je ressens très fortement, cette suggestion des choses surtout. Ces toiles de maître ont su captiver le public en révélant toute la puissance de la profondeur de ces différents paysages. Symbole de l'émotion et du sublime, Turner a su trouver une nouvelle résonance au cœur du Grimaldi Forum en bénéficiant d'une fréquentation sans précédent. Un véritable succès pour cette exposition.
Aujourd'hui, on est à plus de 36 000 visiteurs. L'exposition dure jusqu'au 1er septembre. Donc, on va essayer d'espérer une projection à plus de 60 000 visiteurs. Ce serait l'idéal. Bien entendu, on ne peut pas renouer avec le blockbuster de Monet, mais on est sur des résultats qui se rapprochent de ceux qu'on avait fait avec l'exposition Dali. Donc, ça fait plaisir de retrouver un public fasciné par ces thématiques croisées, art ancien et art contemporain. Les visites guidées privées restent disponibles, offrant une expérience d'accompagnement privilégiée. Les visites publiques, quant à elles, affichent presque complet. Et sachez que la nocturne initialement prévue le 29 août est reportée au 30 août. C'est noté. Nous vous conseillons quand même, si vous désirez visiter l'exposition, de vous munir d'une petite laine. Pour la préservation des toiles, la climatisation est présente et avec la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, une fraîcheur pourrait se faire sentir. Justement, puisque l'on parle de température, les plantes souffrent-elles en ce moment? Faut-il plus arroser? Quand faut-il arroser? Et que doit-on planter sur sa terrasse pour ne pas trop consommer d'eau? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec le chef de la section jardin de la direction de l'aménagement urbain, Jean-Jacques Pinotti, bonsoir. Bonsoir. Il fait chaud en ce moment, donnez-nous quelques conseils, notamment pour les plantes qui sont sur les terrasses. Que doit-on faire avec cette chaleur? La première chose à faire est bien les observer, bien essayer de repérer les indices qu'elles vont nous envoyer pour savoir si elles commencent à être déshydratées ou si elles arrivent à résister aux chaleurs que l'on connaît depuis quelques jours. Tout passe d'abord par l'observation, voir si les feuilles commencent à flétrir, à jaunir, si elles sont un peu moins verticales que d'habitude. Et à ce moment-là, il faudra peut-être leur donner un peu d'eau. D'accord. Et à l'inverse, quand on arrose trop, quels sont les symptômes des plantes? Ça jaunit aussi? Paradoxalement, ce sont à peu près les mêmes, puisque les zones du sol où se stocke l'eau sont les mêmes où on a de l'oxygène. Donc à un moment donné, si on a trop d'eau, on n'a plus d'oxygène, donc elles vont plus arriver à respirer, et elles vont aussi jaunir et les feuilles vont se flétrir. Et paradoxalement, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, ça va être les mêmes symptômes. Et comment peut-on trouver un juste milieu entre arroser parce qu'il fait chaud, mais ne pas trop arroser pour ne pas vider comme ça, en cette période, les nappes phréatiques? Généralement, on est toujours un peu trop excessif quand on arrose les plantes. On a toujours l'impression qu'elles manquent toujours d'eau, alors que bien souvent elles se contentent de peu, puisque les végétaux ont la possibilité elles ont besoin de chaleur pour pousser, quels que soient les végétaux. Par contre, lorsqu'il fait très chaud, elles ont des systèmes qui leur permettent de se mettre en pause, on va dire. Donc elles vont ralentir leur métabolisme, etc. et elles vont moins puiser d'eau. Elles vont attendre que les conditions extérieures soient un peu plus favorables pour reprendre leur fonctionnement, et là on pourra leur donner ce qu'il faut. Il y a la technique de la bouteille d'eau avec un embout particulier qu'on plante dans la terre pour permettre de garder la terre humide. Ça fonctionne? C'est à conseiller, ça? Oui, on peut faire ça. Vous avez aussi, depuis quelque temps, on revient avec des méthodes un peu plus ancestrales de ce qu'on appelle les zoyas, c'est-à-dire ce sont les genres de cruches en terre cuite que l'on remplissait d'eau, que l'on renversait, que l'on mettait au fond de la terre, et par capillarité, l'eau se propageait pour les plantes. C'est un moyen qui peut vous permettre de moins régulièrement apporter de l'eau avec votre arrosoir, votre bouteille, votre robinet. Oui. Quels sont les horaires d'arrosage en règle générale? On entend souvent dire les gens qu'il ne faut jamais arroser dans la journée parce que si c'est trop chaud, on va brûler le feuillage avec les gouttes d'eau. Tout ça n'est pas totalement véridique. Je veux dire, nous, quand on a soif, on boit, même s'il fait très chaud ou même s'il ne fait pas très chaud. Donc les végétaux sont un peu pareils. On peut très bien arroser des végétaux pendant des fortes chaleurs. La seule chose est que l'on va augmenter un petit peu l'évaporation de l'eau que l'on apporte. On risque d'en apporter un peu plus que nécessaire pour la plante. Mais par contre, ça va lui permettre en forte chaleur de continuer à se développer. Et ça, on peut l'observer par rapport à des légumes. On peut arroser ces éléments-là la journée. Ça va leur permettre de continuer leur métabolisme de fonctionner, puisque pour qu'elles puissent fonctionner, il faut de l'eau. Et s'il y a de l'eau, elles vont en puiser. Donc sinon, après, en règle générale, pour tout ce qui est fleurs, etc., soit on arrose tôt le matin, ou alors le soir quand il commence à faire un peu moins chaud. Et quelles sont les plantes, les fleurs, les fruits et légumes ou les aromates que vous conseillez sur une terrasse et qui ne demandent pas une quantité d'eau trop importante? Vous avez toute la panoplie des plantes dites aromatiques, le thym, le romarin, la sarriette, etc., qui sont des plantes dont la morphologie et la biologie est adaptée à subir des températures un peu élevées. Après, vous avez toute une série de plantes fleuries que vous pouvez aussi mettre au niveau de votre balcon, avec tout ce qui est géranium, rudbeckia, gaillarde. Tout ce que vous voyez fleuri actuellement dans nos massifs en ville sont des plantes qui ne nécessitent pas énormément d'eau. Vous pouvez panacher tout ça avec quelques légumes de saison,
les aubergines, les courgettes, même si ce sont des légumes qui par moment demandent un peu d'eau, elles arrivent à résister à des arrosages copieux mais peu fréquents. Au niveau de la direction de l'aménagement urbain, quel type de travail vous faites en ce moment? Qu'est-ce que font les jardiniers? Actuellement, c'est surtout de l'entretien. Tous nos massifs que vous voyez en ville ont été plantés il y a plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois. Donc ce sont des plantes qui sont normalement bien installées, qui ont réussi à faire racine et qui permettent de pouvoir passer la saison sans qu'on ait obligation de les arroser trop souvent. On évite pendant les périodes estivales de faire des travaux trop importants, à la fois pour le confort du personnel. Il est toujours problématique d'avoir des efforts physiques trop prononcés pendant ces périodes de canicule comme on connaît là depuis une semaine. Et la direction de l'aménagement urbain fait un effort sur l'arrosage, sur le système d'arrosage pour que ce soit le plus vertueux possible, par exemple? On intervient sur tous nos espaces publics de plusieurs manières, à la fois par rapport à la ressource d'eau, puisque on essaie de collecter les eaux de pluie, on essaie d'utiliser les eaux de vallon, on essaie de maximiser les apports d'eau autres que le réseau public. Après, on a un effort qui est fait sur la palette végétale. On a de plus en plus de variétés dites moins exigeantes en eau. Et puis après, sur les réseaux d'arrosage que l'on met en place, donc on a une majorité actuellement de goutte à goutte, un système beaucoup plus économe et beaucoup plus efficace que l'aspersion que l'on pouvait voir ou que l'on voit encore sur quelques espaces engazonnés. Donc oui, on est très soucieux de préserver la réserve en eau. Et l'autre effort que l'on fait, c'est sur les vérifications de fuite. Donc en association avec la SMO, on a des contrôles de nos compteurs très réguliers. Et puis on vérifie systématiquement les gars sur le terrain, les électrovannes et les compteurs pour voir qu'on n'ait pas de consommation anormale. Jean-Jacques Pinotti, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci, à bientôt. C'est une des joies du printemps et de l'été. Que dis-je, une joie? Plutôt une tradition, l'apéro, un moment convivial que l'on partage entre amis ou en famille. Christinda Thomel s'est intéressée ce soir au dernier cocktail tendance. Bonsoir Christinda. Et oui, l'été est enfin bel et bien là. Et qui dit été, dit baignade, soleil, mais surtout apéro. Nous nous sommes rendus à Zoniwaki, réputé, vous allez le voir, pour leurs cocktails frais et estivaux. Le cocktail phare de l'été au Niwaki, justement, c'est le Kiori Fizz, qui est un cocktail à base de eau de concombre frais, sirop de basilic maison, gin japonais à couteau, qui est un gin très floral, la liqueur de Saint-Germain, avec un top soda. Est-ce qu'il y a un cocktail qui est plus demandé par la gente féminine? Oui, c'est le Anasaku, qui veut dire île fleurie. C'est un cocktail, une variante du litchi martini, avec vodka, liqueur de prune, liqueur de litchi, liqueur de yuzu et saké. Du coup, cocktail très floral, très léger, facile à boire. Et puis si on vient, par exemple, avec des enfants, est-ce que vous faites également des cocktails sans alcool? Bien sûr, c'est l'exotique. C'est un cocktail à base d'ananas, de jus de passion, un sirop de timut maison et un top ginger ale, qui sera très exotique, frais et parfait pour les enfants. Alors vous l'aurez compris, j'ai opté pour le cocktail phare de cet été. Il est extrêmement estival, par contre je l'ai demandé sans alcool car il est encore un peu tôt. Et si vous prenez l'option avec alcool, eh bien sachez que vous pouvez boire, mais toujours bien sûr avec modération. Santé. Effectivement, à consommer avec modération, surtout avec ces températures élevées. Sachez que contrairement à ce que l'on peut imaginer, l'alcool a tendance à déshydrater. Un coup d'œil sur la météo avec Justin. Bonsoir. Quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Fabien, écoutez, ça va être très simple. Un très gros soleil vous attend tout ce dimanche, le tout avec des températures allant de 28 à 33 degrés et un ressenti qui atteindra les 38 voire les 40 degrés à la mi-journée. Si vous souhaitez vous baigner, la température de l'eau, elle, devrait atteindre les 28 degrés. Le soleil se lèvera à 6h29 et se couchera à 20h41. Clair, demain, c'est votre jour. Merci Justin. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées aujourd'hui au spectacle de drone dédié aux Jeux Olympiques sur le port hier au soir, des Jeux qui s'achèveront ce dimanche. On se retrouve pour une nouvelle édition demain à 18h30. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.